Imaginez une reine à la fois diplomate et stratège, défiant l'un des empires les plus puissants de son époque. Une femme qui a dirigé des armées, forgé des alliances et résisté à l'invasion coloniale pendant plus de 40 ans. Cette femme, c'est Nzinga Mbande, la reine du Ndongo et du Matamba. Son nom résonne comme celui d'une guerrière légendaire, mais son histoire reste largement méconnue. Comment a-t-elle pu tenir tête aux Portugais? Nous pourrions nous demander aussi quels moyens a-t-elle utilisé pour protéger son peuple? Et pourquoi son nom a-t-il été effacé des récits historiques dominants? Aujourd'hui la team, nous plongeons comme d'habitude dans la vie extraordinaire de Nzinga Mbande. L'Angola, au cœur de l'Afrique centrale, est un carrefour d'échanges commerciaux et politiques. Les royaumes du Ndongo et du Matamba sont organisés autour de sociétés dynamiques structurées. Le Ndongo, avec son système politique centralisé, se distingue par sa capacité à résister aux premières tentatives d'ingérence portugaise. Le royaume du Ndongo, avec ses structures politiques solides, a su prospérer, et cela bien avant l'arrivée des Portugais, comme le royaume voisin du Congo. Son système de gouvernance est fondé sur une hiérarchie complexe où les chefferies locales et les relations tribales contribuent à la stabilité du royaume. Les Mbundu qui habitent cette région sont des commerçants avertis, pratiquant l'agriculture, le commerce d'ivoire et de cuivre. Les échanges avec d'autres royaumes africains renforcent leur influence régionale. Mais les Portugais, avides de nouvelles ressources et de la traite négrière, vont tout simplement bouleverser cet équilibre. En 1575, les Portugais établissent la ville de Luanda. C'est le début d'une relation coloniale qui marquera profondément l'histoire et la région. Leur objectif est très clair: capturer des esclaves pour les envoyer vers le Brésil et exploiter les ressources naturelles de la région. Les Portugais, après avoir échoué à s'imposer dans le royaume du Congo, tournent leur regard vers celui du Ndongo. En 1575, ils fondent donc, comme je le disais, la ville de Luanda et commencent à envoyer des esclaves vers leur plantation, donc le Brésil. Ce commerce d'esclaves devient l'un des moteurs économiques de la colonisation portugaise en Afrique. Ils attaquent les villages dont je vous parlais tout à l'heure des Mbundu, capturent des milliers de personnes et les réduisent en esclavage. Le royaume du Ndongo, dirigé par le roi Ngola Mbande, résiste. Mais malheureusement, les forces portugaises sont implacables. Les incursions portugaises deviennent de plus en plus fréquentes et violentes et, de ce fait, perturbent la stabilité du royaume. En 1624, Nzinga est envoyé à Luanda pour négocier la paix avec les Portugais. Ce moment va marquer un tournant dans son destin. Lors de cette rencontre historique, elle se retrouve confrontée à un geste symbolique qui vise à la rabaisser. Mais Nzinga, rusé et déterminé, va transformer cette humiliation en une victoire stratégique. Lors de cette fameuse négociation, le gouverneur portugais João Correa da Souza s'attendait à ce que Nzinga accepte l'humiliation d'être traité comme une subordonnée. Pour que vous voyez le tableau, il prépare une chaise pour s'asseoir lui-même, mais un tapis pour Nzinga. Elle le regarde sans se laisser démonter, puis fait un signe à un de ses serviteurs de s'agenouiller et elle s'assoit sur son dos en office de trône. Ce geste symbolique marque un tournant dans l'histoire de la résistance du royaume d'Ongo. Elle prouve ainsi qu'elle était prête à se battre pour sa dignité d'égal à égal avec les Portugais. Ce moment, immortalisé dans les chroniques portugaises, devient un symbole de la ruse et de la dignité de l'Afrique face aux oppresseurs européens. À la suite de l'assassinat de son frère, donc le roi Ngola Mbande, Nzinga prend le trône sur le Ndongo. Cependant, les Portugais, désireux d'imposer un souverain, on va dire, plus malléable, ne reconnaissent pas, comme je l'ai dit, son autorité. L'opposition est très forte et Nzinga doit lutter pour maintenir son pouvoir. Après avoir été contrainte de fuir, elle se réfugie au royaume voisin du Matamba où elle met en place des stratégies pour reconquérir le Ndongo et vaincre l'envahisseur portugais. Après son exil au Matamba, Nzinga s'engage dans une guerre de guérilla contre les Portugais.
Elle recrute des mercenaires européens, mais surtout des combattants locaux et des esclaves fugitifs qui deviennent ses alliés dans cette lutte pour la survie. Nzinga n'est pas seulement une stratège, elle devient un symbole de résistance contre l'envahisseur européen. De ce fait, Nzinga n'est pas seulement une reine qui gouverne, elle est aussi une commandante de guerre redoutée. Elle réorganise son armée, lui donne une structure efficace et fait de son royaume du Matamba un bastion imprenable. Elle adopte des tactiques de guérilla qui perturbent les lignes portugaises, attaquant leurs convois, incendiant leurs plantations et harcelant leurs garnisons. Sa capacité à mobiliser les esclaves fugitifs et à s'allier avec les Hollandais, qui sont pour rappel à ce moment-là en guerre contre les Portugais, constitue un tournant stratégique majeur. C'est la fameuse phrase « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Les années passent et Nzinga, tout en continuant son combat, se fait une réputation de souveraine forte et respectée. Son royaume du Matamba devient un modèle d'organisation et de prospérité et sa position politique une force de dissuasion face aux Portugais. Le Matamba, sous le règne de Nzinga, devient un pôle économique dynamique. Elle développe le commerce avec les Hollandais et les autres royaumes africains, renforçant la prospérité de ce même royaume. Elle impose des réformes économiques et sociales qui font de son royaume une puissance régionale. Nzinga ne se contente pas de défendre son territoire. Elle restructure ses armées et sa société pour en faire un royaume solide et autonome, capable de tenir tête aux plus grandes puissances coloniales européennes. Après plusieurs décennies de guerre, elle parvient à conclure enfin un traité de paix avec les Portugais en 1657. Ce traité, bien que fragile, je vous l'accorde, permet quand même à Nzinga de garantir la souveraineté de son royaume et de consolider sa position ainsi que son pouvoir. En conclusion, nous pouvons dire que l'héritage de Nzinga Mbande dépasse largement son époque. Elle incarne la résistance face à l'oppression coloniale, mais aussi l'affirmation de la dignité et je dirais de l'intelligence politique des peuples africains. Aujourd'hui, son nom mérite d'être reconnu à sa juste valeur dans l'histoire mondiale. Nzinga Mbande n'était pas seulement une reine, elle était une guerrière, une diplomate et une visionnaire. À une époque où l'Afrique était menacée par les puissances coloniales européennes, elle a su résister, se battre et préserver l'indépendance de son peuple. Son histoire, je trouve que c'est un exemple de courage et de leadership féminin dans un monde dominé par les hommes, surtout en Europe. Aujourd'hui la team, alors que nous revisitons l'histoire, il est essentiel de redonner à Nzinga Mbande la place qu'elle mérite tant. Comme d'habitude la team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.